Venez voir. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On va parler de nous. Oh, chic! J'adore qu'on parle de moi. Chut, tais-toi. J'imagine qu'une fée, elle est toute petite et qu'on la voit de loin, c'est un petit rond de lumière. Des fées, c'est une sorcière, mais elle est gentille. Une fée, elle fait tout ce qu'elle veut et elle réalise les vœux des autres. Et j'aime bien quand les autres sont contents de moi. J'aimerais être une fée. Nous sommes les fées des greniers, des vieilles photos usagées, des petites filles en noir et blanc qui ont eu des fées dans les temps. Il était une fée. Une fée? Mais on est 3 ici. J'ai bien peur que ton tour soit pour un autre jour, ma très chère. Pourquoi? Moi aussi, je suis une fée. Oh, arrêtez de vous disputer. Qu'est-ce qu'on voit là? Des magazines, des publicités. C'est que nous, les fées, nous sommes à la mode chez les hommes, mes chers. Ça, des fées? Qu'elles sont moches. On voit bien qu'ils nous ont jamais vus. Les hommes font ce qu'ils peuvent pour nous contacter et embellir leurs rêves. Ils ont toujours cherché le chemin des fées. Mais ils sont si balourds. Oh, balourd, tu l'as dit. Certains ne croient même pas à notre existence. Vraiment? Ils ne croient pas en nous? Comment font-ils pour exaucer leurs vœux alors? Allons, allons. Certains y croient encore, heureusement. Les petites Anglaises de Cottingley, par exemple. Vous voulez que je vous raconte leur histoire? Oh oui, oui. Il était une fois 2 petites Anglaises, Frances et Elsie, qui s'amusaient à se prendre en photo dans le jardin de leur maison de Cottingley. Comme elles croyaient en nous, des fées se sont matérialisées sur la pellicule. Regardez comment elles sont attifées, les frangines. On dirait des gravures de mode pour arrière-grand-mère. C'était en 1917. Ce sont les premières qui ont réussi à nous photographier. Je me demande si ce sont bien des fées. On est plus jolies tout de même. Bon, ces photographies ont passionné Conan Doyle. Qui c'est? C'est l'auteur des aventures de Sherlock Holmes. Il s'est lancé dans une véritable enquête policière comme son héros pour s'assurer que les photos n'étaient pas truquées. Et alors, qu'est-ce qu'il a découvert? Les experts et les photographes professionnels sont tous tombés d'accord. Les plaques photographiques n'avaient été ni retouchées, ni impressionnées une seconde fois. Ces photos sont authentiques. Moi, j'y crois pas. Et alors, après? Conan Doyle publia les résultats de son enquête dans un livre, Les fées sont parmi nous, qui vient tout juste d'être traduit en France par Sylvie Marion. Elle croit aux fées, Sylvie Marion? Bah évidemment, si elle a traduit le livre. Ce n'est pas par hasard si Conan Doyle s'est intéressé aux fées. Son grand-père, John Doyle, son oncle, Richard Doyle, dit Dickie Doyle, et son propre père, Charles Doyle, étaient des grands peintres de fées. Il a baigné là-dedans pendant toute son enfance. Et il a dit cette chose extraordinaire. Si seulement je pouvais prouver que les fées existent, ce serait un petit coin de ciel bleu dans l'océan d'horreur qui nous habite. Il ne faut pas oublier que c'était 2 ans seulement après la guerre de 14. Alors, finalement, elles sont vraies ou pas, ces photos? Pour moi, elles sont bidons. En tout cas, jusqu'à présent, personne n'a réussi à le prouver. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Du coup, les hommes ont recommencé à s'intéresser à nous. Ça, c'est une bonne Est-ce chose. que ce sont des vraies photos? Est-ce que ce sont des vraies fées? Et puis finalement, en 84, il y a eu une grande série d'articles très très sérieux dans le British Journal of Photography. Et à la suite de la parution de cet article, Elsie a écrit au rédacteur en chef Jeffrey Crawley en lui disant « Écoutez, je vais tout vous dire, c'était une blague. Nous avons collé des images de fées découpées dans les journaux sur des épingles à chapeau que nous avons fichées dans la terre. » Et ce qui est extraordinaire, c'est que sa cousine, Frances, s'est fâchée en disant « C'est pas vrai, je ne sais pas en ce qui concerne les photos de Elsie, mais moi, la photo du nid aux fées que j'ai faite, elle est vraie, je peux vous le dire. » Celles dont on dit qu'elles sont fausses sont tellement sublimes que rien que le fait d'avoir eu l'idée de montrer des fées de cette manière, c'est ça, la preuve de l'existence des fées. Pourquoi, même quand ils croient en nous, ils ont tellement de mal à nous voir? Ils doivent s'engager sur le chemin des fées. C'est pas si simple pour eux. Et si on les y aidait?
Les fées sont là, il n'y a pas de doute, il n'y a pas une question de croire ou pas croire. Bien sûr, quand je suis dans certains milieux, je ne dirais pas ces choses-là, mais entre nous, oui. Bien sûr que je crois aux fées, puisqu'elles ont habité mon cœur depuis l'enfance. Celle que je préfère, c'est le... Croire ou pas croire aux fées, c'est une question de transmission. Si on a eu une mère qui vous a appris à aimer les fées, on croit aux fées. On me les a transmises et je les transmets moi aussi, à ma petite fille. Voilà. Tu crois qu'ils sont prêts à nous suivre sur le chemin des fées? Oui, mais c'est à nous de les guider. Car sans nous, jamais ils ne nous trouveront. Elle me plaît bien, cette petite fille. Elle est mignonne avec ses ailes de fée. Elle mériterait de nous voir. Si vous cherchez le chemin des fées, c'est assez facile. La façon dont ma petite fille Emma sait, peut-être que les fées n'existent pas, mais prend un plaisir absolument extraordinaire à croire qu'elle existe et à se déguiser en fée et à ce que je lui lise des petites histoires de fées, c'est évident que les fées sont dans le cœur des enfants. Nous sommes les fées de l'école. Avec nous, qu'est-ce qu'on rigole. Et le chemin des écoliers devient le chemin des fées. Où on est? Dans une école. Les enfants nous connaissent bien et ils croient encore en nous. Ils sauront reconnaître les vraies fées des fausses. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce que ça vous paraît possible? Tout est autorisé. On dirait qu'ils se parlent toutes les deux On dirait qu'elles se parlent. dans le toutes les deux. feuillage. Ouais. T'as une idée de ce qu'elles peuvent se raconter? Des secrets. On dirait que la petite fée, soit elle vole, ou soit elle se pose. On dirait que c'est un vrai feuillage, une vraie fille et une vraie fée. Pour croire aux fées, d'abord il faut voir une fée. Parce que si tu crois pas et que tu en as pas vu, eh ben, peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il y en a pas. On dirait qu'elle s'assoit sur ses genoux. T'as envie que toi, une fée, s'assoie sur tes genoux? Ça te lui parler. Ça te ferait quoi? Ben, comme ça lui parle. Tu lui parlerais? Et qu'est-ce que tu lui raconterais? Dites donc, qu'ils ont l'air de s'y connaître en fées. Mais oui, justement pendant les vacances, ils sont allés visiter la grotte aux fées à Andon. Et là, bien entendu, nos sœurs les y attendaient. Ça, c'est joli, ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous dessinent. Évidemment, quand on a vu les fées, on ne peut plus s'en passer. C'est peut-être aux enfants de guider les adultes sur le chemin des fées. De leur dire comment il faut faire pour en voir. Il faut aller dans la forêt, devant la grotte aux fées, on les voit. Faut pas bouger, faut pas parler, parce que si on parle, et ben après les filles, ils ont peur et puis elles partent. Oui. Il faut même pas chuchoter. Il faut regarder bien dans les arbres, et des fois, on voit des cheveux, et puis ils sont accrochés dans les arbres, parce qu'ils passent par là. Qu'est-ce qui passe par là? C'est les fées. C'est les fées? Et plus il y en a, et plus on se rapproche de la grotte. Eh oui. Je savais qu'elle existait, la grotte aux fées. Mais quand j'ai vu les fées, c'était un peu bizarre. Quand on l'a vu, eh ben, c'était extraordinaire pour nous. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait d'extraordinaire? Parce que, je sais plus. Si les hommes pouvaient toujours conserver cette innocence. Hélas, ce ne sont pas les enfants qui font tourner le monde. Nous non plus d'ailleurs. Pourtant, nous avons toujours été les alliés des mortels, leurs inspiratrices, leur providence. Nous leur offrons notre magie aussi. Mais comme ils ne savent plus reconnaître la magie de la vie, ils ne savent plus nous voir. Nous sommes les fées des forêts, chenettes, faïas, peupliers. Et quand nous nous envolons, on croit voir des papillons. À l'origine, nous vivions dans les paysages sauvages. La forêt moussue, la lande venteuse, la montagne brumeuse. Lorsqu'ils croyaient encore en nous, les hommes respectaient la nature car elle était notre demeure. Nous vivions dans le même monde. Oui, mais ensuite ça s'est gâté. En domestiquant la nature, l'homme nous a chassés de son territoire.
Au Moyen-Âge, certaines d'entre nous se sont réfugiées dans les bibliothèques. Nous y étions grandes et belles comme des princesses. Notre corps de mousse de lichen ou de bois s'était métamorphosé en chair tendre et rose. Et puis, au fil des siècles, les mortels ont commencé à douter de notre existence. Nous avons rapetissé, jusqu'à devenir minuscules puis invisibles. Claude Lecouteux, un linguiste spécialiste du Moyen-Âge, a étudié cette partie de notre histoire. Dès le début du XIe siècle, on a déjà des personnages qui surgissent d'un seul coup dans les forêts et qui s'évanouissent et qui rejoignent les vivants. Et puis, un peu plus tard, c'est-à-dire dès la fin du XIIe siècle, les faits se multiplient et sortent de l'ombre. Et là, nous possédons une floraison de récits qui nous racontent les amours d'un mortel et d'une fée. Une fée est un personnage qui dispose de pouvoirs surnaturels et qui aime se mêler à notre monde et qui recherche une relation avec les hommes. La plupart du temps, elles utilisent exactement le même langage que vous et moi. Mais lorsqu'elles parlent entre elles, elles utilisent un autre langage que les savants d'autrefois ont tenté d'analyser. Et en rapprochant certains sons de ce qu'ils connaissaient, ils ont découvert que ça devait être un langage dérivé du grec. Tu parles grec, toi? J'ai oublié il y a si longtemps. La fée est en quelque sorte la transposition dans un cadre mythique de la femme idéale. La femme idéale, c'est tout à fait moi. Moi, je n'ai jamais rencontré de héros. Comment fait-on pour trouver son chevalier servant? C'est facile. Lorsque le héros des contes rencontre une fée, il n'a pas le choix. Il est obligé de tomber instantanément amoureux d'elle. Il s'enfonce dans la forêt, parvient par exemple au bord d'une eau courante ou d'un puits, et là, soudain, il aperçoit une femme merveilleuse, le dialogue s'engage, et nous, lecteurs d'aujourd'hui, nous apprenons que la fée, puisque c'est une fée, est venue l'attendre à cet endroit, et elle lui offre son amour avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire en fait des dons, la fortune, les honneurs, à une condition, eh bien, c'est qu'il ne révèle pas son existence. Nuit et jour, je coucherai avec vous. Vous me verrez aller et venir à vos côtés. Vous pourrez me parler, rire avec moi. Mais pas un seul de vos compagnons ne doit me voir, ni savoir qui je suis. C'est beau. Moi aussi, j'aurais bien épousé un mortel. Sauf que ça finit toujours mal. Pourquoi? Pour épouser la fée, l'homme doit conclure un pacte avec elle. Mais il est incapable de respecter son serment. Notre sœur, la fée Mélusine, en sait quelque chose. Le seigneur qui l'avait épousée avait promis de ne jamais tenter de la surprendre au bain. Mais un jour, il céda à la tentation. Il regarda par le trou de la serrure et s'aperçut qu'elle avait une queue de serpent. Quelle horreur! Trahie par son mari, Mélusine dut le quitter à tout jamais en s'envolant par la fenêtre. Une fée, c'est une éducatrice, c'est elle qui vous oblige à aller jusqu'au bout de vous-même, c'est elle qui vous met dans une situation involontairement critique, le dos au mur, et alors là, êtes-vous capable du sursaut salvateur? À ce moment-là, vous êtes digne d'elle. Sinon, vous ne valez rien. Je le reconnais, ce lac. Oui, c'est le lac du château de Compère, dans la forêt de Brocéliande, là où notre cousine, la fée Viviane, rencontra jadis Merlin l'Enchanteur. Elle en a eu de la chance, Viviane. Quand l'histoire commence, Merlin et Viviane se connaissent déjà depuis plusieurs mois. Et Viviane est devenue l'élève de Merlin. C'est son élève et aussi c'est son amoureuse à Merlin. Et un jour, elle demande à Merlin, mais parmi tous ces enchantements que tu m'apprends, est-ce qu'il y en aurait un que tu pourrais faire et qui serait long et durable et qui serait quelque chose de très solide? Et Merlin lui dit, mais oui, bien sûr, je pourrais le faire. Je pense que c'est même facile pour moi. Que veux-tu? Et Viviane lui dit, je voudrais un château. Mais je voudrais un château très grand, très clair, où la lumière rentrerait toute la journée et ruissellerait le long des murs. Et quand Viviane se réveille, le lendemain matin, elle regarde autour d'elle. Il y a un château immense, tout en cristal, avec juste par-ci par-là quelques morceaux de marbre blanc ou quelques taches d'or ou d'argent. Et Merlin lui fait visiter le château qui est extraordinairement bien meublé. Et puis soudain, Viviane devient toute songeuse et lui dit, mais ce château est transparent et tout le monde va me voir dans le château. Alors Merlin réfléchit et il crée un lac
tout pareil à la réalité, mais que seulement les hommes, les femmes et les enfants peuvent voir, mais qui en réalité n'existe pas. Et ce lac, eh bien, il cache le château où est toujours la fée Viviane. Et dessous, la fée continue à vivre pour l'éternité dans son palais plein de lumière. Ah, je me sens chez moi ici. Ces landes, ces forêts. Oui, enfin un lieu qui respecte le territoire des fées. Sauvage, loin des hommes. J'en vois un pourtant. Où? Là-bas dans la forêt. Lui connaît le chemin des fées. On dirait qu'il nous cherche. Qui est-ce? Vous ne l'avez pas reconnu? C'est Pierre Dubois, l'elficologue. L'elfe quoi? Le spécialiste des fées. Cela fait des années qu'il suit notre trace. Approchons-nous de lui. Ah, chut, pas de bruit. C'est à cause de l'humidité. Entrer en forêt, c'est rentrer dans cette part d'enfance qui est la nôtre, puisqu'on se trouve brusquement dans notre état sauvage, dans notre état premier, mais aussi avec cette nostalgie de Jardin d'Éden qu'on a connu et qu'on espère toujours retrouver. Pour retrouver un chemin, il y a la fée qui te tend la main à un moment donné de ta vie, un peu comme ces paladins qui partaient en quête du Graal et qui découvraient brusquement une femme qui traversait le sentier. Elle était laide, elle ressemblait à une sorcière, et puis qui en fait, sous le visage quelquefois presque de bestial, eh bien il y avait la fée, il y avait la bonté. C'est vraiment l'endroit idéal pour un promeneur des fées pour passer sur l'autre rive. Il y a des endroits, des lieux sacrés, les ondes, les échaliers, les collines à fées, où là, justement, de l'autre côté, se passe ce passage vers l'ineffable, vers le pays merveilleux, vers les îles enchantées. Alors il y a des signes qui indiquent que là sont les fées, par exemple, ces longues chevelures, ces algues vertes. Et bien quelquefois, on peut voir s'ébattre des jeunes filles qui brusquement s'échappent et dans leurs cheveux restent accrochées ces longues chevelures vertes. Et aussi, lorsque vient scintiller sur leur peau un rayon de soleil, on peut voir le long de leur corps, de leurs hanches ondoyantes, des espèces de petits pétales, des lentilles d'eau qui ressemblent à des écailles de serpente. Alors je passe ce pont et pourtant dans la botte, je devrais mettre un petit rameau de buis afin de rentrer dans ce monde étrange et merveilleux, celui des fées. Ici, le temps et les frontières s'abolissent. On a marché sur l'herbe d'égarement, et là, le promeneur des fées s'arrête. Il écoute et il entend. Il entend le murmure des eaux, le chant des ondines. Il entend aussi le chant de l'oiseau d'oubli, et tout s'arrête. On raconte qu'un ermite était venu se perdre sur une de ces berges enchantées, et brusquement, il a été enfêté. Et là, eh bien, il a eu l'impression, lui, de vivre une minute d'oubli, mais c'était 100 ans, 200 ans, 300 ans, qu'importe. Il était passé dans l'autre temps, celui immortel, dans l'éternité des fées. Et lorsqu'il est rentré chez lui, eh bien, sur le chemin, il n'a plus rien retrouvé. Il ne reconnaissait plus rien. Et lorsqu'il est arrivé dans sa maison, elle n'était plus que ruine. Et lui-même est tombé en poussière. Les fées ont 1000 aspects. Les dieux les ont vêtus avec ce qu'il y avait de plus beau dans la nature. Voilà enfin quelqu'un qui sait apprécier notre grâce naturelle. Ah, s'il pouvait me voir. Justement, aujourd'hui, je porte une robe d'azur assortie à mes yeux. Passe-moi la poudre de coquelicot. Ça me donne envie de danser. Je sens que je vais traîner ma nouvelle guêpière. Ceux qui viennent dans la forêt pour y trouver la paix, pour trouver le pays des fées, eh bien ceux-là verront les fées telles qu'ils les trouvent aussi dans leur cœur,
Elles emprunteront la douceur de la fougère, du lierre, de l'herbe. Elles emprunteront aussi à la rivière un regard, un éclat, une lumière. Et elles seront un peu comme ces dames que les paladins recherchaient lorsqu'ils étaient en quête d'aventure. Et c'est par aventure qu'on rentre dans cette forêt magique et qu'on y trouve ce qu'on y cherche, ou l'ombre, ou la lumière. Les fées vivaient ici, auprès des Corrigans. Et le paysan qui s'attardait au soir pouvait entendre le bruit des lessives. Et puis voyait aussi sortir une fumée. C'était la cuisine qu'elles étaient en train de préparer. Et quelquefois aussi, il pouvait voir une ombre blanche sortir pour prendre le frais. Parfois, au crépuscule, les villageois venaient et déposaient des offrandes, de la vaisselle et des lames de faux. Au matin, lorsqu'ils revenaient, toutes les offrandes avaient disparu et par contre, leur vaisselle, parfois cassée, terne, était devenue rutilante, superbe, brillait. Et quant aux lames, elles étaient finement aiguisées et elles couchaient l'herbe sans effort. Nous sommes les fées de la cuisine, les sucres, confitures, farine, plus quelques fleurs d'aubépine, et voilà une tarte divine. Dites, vous n'avez pas un petit creux, les copines? Oui, je n'ai rien pris depuis la rosette ce matin. Pierre Dubois connaît bien nos goûts. Il va nous préparer un petit plat bien de chez nous. Miam, miam. Petit précis de cuisine elfique. Alors, comment je l'ai fait? Eh bien, certains elficologues, dont le révérend Kirk, nous dit qu'elles butinent, qu'elles se nourrissent de l'essence, de la quintessence des fleurs, qu'elles mangent le suc des fleurs, la rosée du matin, même de l'arc-en-ciel. Or, on sait aussi qu'elles mangent du safran. Pourquoi le safran? Parce que c'est de l'or, c'est des pistils d'or, c'est tellement onéreux, c'est tellement cher que ça faisait rêver ce safran. Ça me fait saliver. Qu'est-ce qu'on boit avec ça? De l'eau d'églantine, du lait d'acacia? Moi, je prendrais bien de la liqueur de mimosa. Il y a aussi le vin de fée qui se fait avec des agrumes parce que c'est du soleil. Et on dégustait le suc, c'est vraiment un régal pour les fées. Par les nuits de pleine lune, et aussi plusieurs fois dans l'année, à tous les solstices, elles adorent danser. Et quelquefois, elles entraînent le malheureux voyageur égaré dans la lande, qui est attiré par les musiques et puis qui se mêle à leur jeu car elles sont très belles. Elles jouent des harpes elfiques avec leurs cheveux qu'elles tendent sur des cadres d'ivoire. Mais on raconte aussi que, par exemple, en Irlande, il y a des violonneux très célèbres qui auraient donné leur âme aux fées pour pouvoir apprendre ces airs extraordinaires qu'ils, après, jouaient dans les pubs. Et on raconte qu'ils s'endormaient sur les collines creuses, par exemple, pour, dans leur sommeil, entendre monter cette musique du fond de la terre, du fond des collines. Et au matin, lorsqu'ils redescendaient, eh bien, ils jouaient leurs airs sur le violon avec un coup d'archet beaucoup plus endiablé, beaucoup plus fantastique. Et là, ils faisaient danser tout le village qui suivait le violonneux. Et malgré tout, lui, paraît-il, n'était plus jamais heureux car il avait entendu cette musique extraordinaire et il n'avait qu'une envie, c'est de retourner dans ce monde des fées. C'est à cette heure-ci, entre chien et loup au crépuscule, qu'apparaissent les fées sombres, le peuple des collines. Ils viennent danser
Et là, le berger de la nuit avertit le voyageur égaré en lui disant « Le monde du jour est à toi, mais le monde de la nuit est à nous. Donc, prends garde. » Et on raconte que c'est à un endroit comme celui-ci que le révérend Kirk a été emporté. Le révérend Kirk, c'est un pasteur presbytérien qui avait révélé le secret des fées. Il en avait trop dit. Alors un jour, en se promenant à minuit, dans sa robe de chambre en plus, il a été emporté par une ronde de fées et on raconte qu'il erre toujours désespérément en cherchant l'échappée, la porte qui pourra le ramener dans le monde des vivants, mais en vain. Alors ne révélons pas trop de secrets, d'ailleurs moi-même, je n'en dirai pas davantage. Nous sommes les fées des jardins, nous dansons main dans la main. Mais si l'on nous surprend, nous prenons la clé des champs. Ces humains commencent à me devenir sympathiques. Ils font tant d'efforts pour nous rencontrer. Est-ce qu'il y en a qui nous ont vraiment vus? Oui, beaucoup. Comme Nicole Mouchot, à qui certaines d'entre nous sont apparues lorsqu'elle avait 6 ans. Un demi-siècle plus tard, elle s'en souvient encore. C'est la moindre des choses. Une nuit, je ne saurais malheureusement jamais pourquoi, quelque chose m'a éveillé. Et quelque chose m'a non seulement éveillé, mais m'a poussé vers l'extérieur. Et donc je suis sortie dans le jardin. Je n'avais pas peur et je me suis dirigée directement dans ce merveilleux parc. Tout naturellement, je me suis accroupie et j'ai regardé ce coin d'herbe sur lequel j'ai vu des fées. Elles étaient au nombre de 7. Elles étaient toutes habillées en couleurs très douces, très pastel. Elles avaient des longs cheveux bouclés, elles avaient des couronnes de fleurs sur la tête. Leurs ailes étaient vraiment transparentes, diaphanes, et elles étaient habillées donc en robe très très légère, un tissu aérien vraiment presque inexistant. Elles étaient très très douces, très jolies. Elles avaient l'air d'être très joyeuses, très heureuses, et je pensais, en tout cas à l'époque, qu'elles me faisaient un cadeau, qu'elles me faisaient un plaisir et qu'elles m'avaient choisi. Je ne peux pas dire combien de temps ça a duré. Il est évident que ma mère a dû remarquer mon absence parce que je l'ai vue arriver. Et j'ai tout de suite demandé qu'elle s'arrête, qu'elle ne vienne pas plus près, chose qu'elle a faite. Et j'ai continué à les regarder. Et elle dansait, il n'y avait pas de musique, mais on avait l'impression qu'elle dansait sur une musique. La seule chose dont je suis sûre, c'était joyeux, élégant, très doux et reflétant vraiment le bonheur. Et puis tout à coup, elles sont parties l'une après l'autre. Elles se sont suivies et puis ça a été le noir, et plus rien. Tiens, l'effet des fleurs. Saviez-vous qu'à chaque fleur est associée une fée qui s'occupe d'elle? Elle la fait pousser, lui donne ses couleurs et son parfum. Elles sont bien jolies. Voilà, par exemple les ailes, ça se rapproche de ce que j'essayais d'expliquer. Ce sont ces fées-là que Nicolas bon, là, a vues? c'est sur du papier, donc c'est très difficile, mais elles étaient vraiment transparentes. Je veux dire, j'aurais pu mettre ma main de l'autre côté, j'aurais vu mes doigts. Là, le visage, Oh, elle est jolie. l'aile et les cheveux, ça, si vous voulez, ça se rapproche vraiment de la fée dont j'ai le souvenir. Ce visage-là, très doux. En fait, j'ai pas la fée complète, il y a un morceau là, une jupe là, une aile là. Je ne pense pas que ce soit un rêve. Je vois pas pourquoi je serais dehors d'ailleurs. J'aurais pu rêver dans mon lit tranquillement. Et jusqu'à la fin de mes jours, je sais que j'ai été appelé. Celui-là, je le connais. Il a fait mon portrait il n'y a pas très longtemps. Pas trop mal, d'ailleurs. Qui est-ce? Mario Mercier. Il est aussi écrivain et chaman. Quoi? Chaman. Sorcier, quoi? Je peins des fées pour personnaliser une force qui vient de l'invisible et qui apporte quelque chose à l'homme de beau, de puissant, de positif, de rayonnant.
Les fées se manifestent sur plusieurs plans. Enfin, elles prennent des formes en copiant dans l'imagination humaine ou dans la pensée pour faire passer un message, pour exprimer quelque chose. Où va-t-il? Il vient de passer la porte enchantée qui conduit au chemin des fées. Il entre dans la forêt magique. Je cherche le chemin des fées, mais le chemin des fées dans la forêt, il est partout. Je m'appuie contre ces vieux amis que sont les arbres, qui ont des millénaires de méditation et qui me conduisent là où je veux aller, là où je dois aller. Le chemin des fées, c'est le chemin des grands rêves. Il va nous voir alors. S'il en a vraiment envie, pourquoi pas? De toute façon, pour l'instant, il y a trop de lumière. Voici le rond des fées. Il est caractérisé par ses fleurs sauvages, ses pâquerettes. Parce que les fées, quand elles se manifestent souvent en rond. C'est des centres de force de la forêt. Au printemps, la terre rêve. Et ces rêves se manifestent par les plantes, les fleurs, auxquelles les fées donnent le pouvoir d'architecture, de couleur, de forme, parce qu'elles puisent une force vibratoire qu'elles insufflent dans les plantes. Et c'est comme un son devenu fleur. Il y a des fleurs ici et nulle part ailleurs. Si on les regarde, si on les contemple, si on médite sur cette beauté, eh bien, on a quelque chose qui nourrit l'âme. Parce que après les fleurs, c'est l'invisible. Après le cristal, c'est l'invisible. Donc les fées se montrent à peu d'êtres humains, d'abord parce qu'elles sont sur un autre plan de conscience. Et souvent les êtres humains ne les voient pas parce qu'on a perdu le regard. On nous a appris tout petit qu'il y a le vrai et l'imaginaire. En fait, le réel, ça serait peut-être de l'imaginaire qui a réussi. C'est ça qui est grave, c'est qu'on a divisé le monde en ce qui est vrai et ce qu'il faut. Écoute, on est sur une petite boule qui flotte dans l'espace, qui repose sur rien, et tout autour de nous, il y a des myriades de mondes. Et on dit, il y a le réel et l'imaginaire, alors que même sur une carte du ciel, on n'est même pas visible. Alors, c'est fou. Il y a plusieurs réalités. Il y a plusieurs réalités dans les mondes innombrables qui nous entourent. La nuit n'est pas fermée, tout est ouvert, c'est le révélateur. Alors que le jour, ça fait écran, tout est fermé le jour. On peut se rentrer en contact avec une fée, mais ça peut être trop fort pour nous. Qu'est-ce qu'il fait? Un rituel magique pour nous appeler. J'ai bien envie d'y aller. Non, non, attendons un peu. Ce n'est pas encore l'heure des fées. Ah, faites ce que vous voulez, mais moi j'y vais. Je danse dans la fumée. Je danse dans la lumière. C'est rigolo. Ça chatouille. Vous n'êtes pas sérieuse. Attendez. Oh, et puis tant pis, faites-moi une petite place. Nous sommes les fées du foyer, salamandre et feu follet. Et quand la nuit est complice, quel joli feu d'artifice! De la superstition à l'irrationnel, il y a un pas, un tout petit pas que je franchis allègrement pour vous parler des fées. Ils ont parlé de nous à la télé? Oui, et dans tous les magazines. Et pourquoi? Parce qu'un scientifique, tout ce qu'il y a de plus sérieux, est parvenu à photographier une fée dans un bourgeon de marronnier. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle prenait soin de l'arbre, pardi. Et qui c'est, ce scientifique? Un chercheur.
un ethnobotaniste. Il s'appelle Alain Renaud. Au moment où il a voulu couper l'arbre, la fée lui est apparue. Je suis remonté, je suis allé chercher la scie, je suis allé chercher l'appareil photo, j'ai mis un objectif, et puis je suis redescendu, j'ai commencé à regarder les bourgeons terminaux des tiges secondaires qui étaient donc en train de s'ouvrir. Mais j'étais toujours attiré par le bourgeon principal qui, lui, était dynamique mais qui était inaccessible. Finalement, j'ai roulé une vieille souche de verne, je crois, que j'avais coupée, et je l'ai mis près du marronnier, et j'ai grimpé et j'ai commencé à regarder. Comme j'ai une acuité assez spéciale par rapport aux plantes, j'ai vu, en regardant ce bourgeon, une petite forme, une petite femme verte de 15 mm à peu près. Je trouvais ça vraiment très 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 beau. Donc j'ai pris plusieurs photos. Et fort heureusement, il y avait une des photos qui a donné ce que l'on voit là. Alors pour plus de précision, voilà le visage, avec les deux yeux sombres, le nez brillant un peu, la bouche, l'oreille en pointe, avec ici le corps légèrement cambré, avec ici les plis de la robe sur la hanche, le bras nu qui est derrière, le coude, et elle regarde sur le côté. On dirait presque qu'elle aurait comme un petit diadème qui remonte les cheveux, ce qui fait qu'il y a des cheveux qui descendent ici et des cheveux qui descendent là. Maintenant qu'il a photographié sa fée, lui au moins, il croit en nous, j'espère. Penses-tu? C'est un scientifique, on t'a dit. Les scientifiques ne croient qu'à la science, pas aux fées. Tu as tort. En vrai scientifique, il refuse de croire ou de ne pas croire. Il essaie de comprendre. C'est déjà pas mal, non? Oui. Les fées sont toute notre mythologie. Nous avons tous, finalement, baigné dans le monde des fées, dans le monde de la féerie. Et pourquoi nous avons baigné dans ce monde? C'est parce que nos parents, qui croient aux fées ou qui n'y croient pas, nous ont en quelque sorte guidés dans la voie du bien. Les fées, pour nous, ça représente tout ce qu'il y a de plus noble. C'est l'idéal du cœur. Et c'est le cœur des parents qui s'est adressé au cœur de l'enfant. Et je suis persuadé, mais vraiment convaincu, que la plupart des gens, même les plus endurcis, ont gardé au fond d'eux-mêmes leur cœur d'enfant. Et que la vie a fait en sorte de recouvrir ce cœur d'enfant de plusieurs couches de dureté, de grossièreté. Et celui qui se met une armure ne sent plus les caresses du vent. Tout se passe comme si un processus d'aveuglement s'opérait en nous. On dirait qu'on ne sait plus regarder les choses. Notre regard, en quelque sorte, glisse sur le sujet. Et en même temps, on ne fait plus attention à ce qui nous environne. Tout n'est qu'apparence. La matière est une apparence. En réalité, c'est une condensation d'énergie. Le soleil qui se lève et le soleil qui se couche, c'est qu'une apparence. Donc, en allant au-delà de l'apparence, en jetant des ponts vers le royaume imaginaire, automatiquement, on peut y avancer. Oh, c'est beau. On se croirait dans le château des fées. C'est une forêt de chênes. Ils ont au moins 1000 ans. Et nous, quel âge on a? Voyons. En tout cas, on les fait pas. À l'école, au collège, on n'explique pas la vie réellement. Pour la plupart d'entre nous, si on voit des beaux arbres comme ça, bon, on se dira d'abord c'est très beau, etc. Mais après, il y a une conversion dans l'esprit en planche. Parce qu'un arbre, c'est fait pour faire des planches. Et souvent, le rapport qu'on a avec la nature, c'est un rapport extrêmement rétréci. Bien sûr, il faut couper des arbres. Et je pense que ce qui est important, c'est l'attitude qu'on peut avoir, l'attitude respectueuse qu'on peut avoir envers le végétal. Alors on va dire, oh, ben, c'est des gens superstitieux, ou c'est des gens qui ne sont pas civilisés, ils pensent qu'il y a des esprits. Et je me demande qui est le plus civilisé, si c'est celui qui part avec sa tronçonneuse, les yeux fermés, ou faire son massacre, ou bien celui qui n'a pas été en faculté et puis qui s'adresse respectueusement à l'arbre.
C'est important de voguer dans l'imaginaire. Parce qu'on peut très bien avoir un regard qui s'arrête aux feuilles, aux pistils, aux étamines, aux stigmates. Et en même temps, on a ce rationnel, et puis on a aussi toute notre dimension irrationnelle, où on peut voir des tas de formes dans les arbres, très très sympathiques, qui sont toujours des analogies avec ce que l'on vit. Il y a un oiseau qui chante. Au loin, il y a une cloche. Ici, il y a quelques personnes, on parle. On peut très bien aller vers ce bruit, en quelque sorte, de mettre tout notre mental sur le bruit. Et ce faisant, on n'entend plus les paroles des autres, parce qu'on est complètement empli par le chant de l'oiseau. On peut mettre notre mental sur la cloche dont le bruit est très 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 atténué. Donc à ce moment-là, c'est les autres bruits qui sont plus forts qu'on n'en entendra pas. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment mis toute cette écoute vers là. Donc quelque chose qui est très très fin, très ténu, vraiment très 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 lointain, peut devenir tout d'un coup très très important. Tout le reste peut être annihilé. Donc on peut aller vers quelque chose de très subtil aussi. Comme nous, les fées. Tu vois bien que les hommes ne sont pas tous obtus, ils savent encore écouter avec leur cœur. Les voilà tout près de nous maintenant. Nous sommes les fées des marais, nous poussons des cris d'orfèvre. Quand un jeune homme nous séduit, nous sommes prêtes à tout pour lui. Et les femmes dans tout ça? Toute femme peut être une fée un jour ou l'autre. Il suffit d'un regard d'amour. Vous jouez sur les mots. On n'est pas du même monde. En tout cas, les femmes sont très proches de nous. Voyez Chana Madelmont. Depuis des années, elle photographie les formes étranges que nous donnons à la nature. Elle reconnaît chacune de nos manifestations. Elle sait que nous sommes là. Tout a un langage. La pierre a un langage. Le bourgeon a un langage. L'oiseau que j'entends a un langage. Et tout émet une vibration. Et c'est là que j'entends quelque chose qui fait écho à moi-même à l'intérieur et que j'appellerais tout simplement amour. C'est impressionnant. La magie de la photo, c'est tout simple au fond, tout le monde peut le faire maintenant, il suffit d'avoir un petit appareil et qui permet de capter ce qu'on voit. Et chaque personne va recevoir quelque chose qui sera en communication aussi avec ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle-même. Oh, un dragon! Comment fait-elle? Elle attend d'être aspirée par nous et elle appuie sur le déclencheur juste au moment où nous apparaissons dans la lumière. La lumière sculpte la forme et fait qu'à un moment, quelque chose va apparaître. Et ce quelque chose, c'est l'élément qui se trouve à l'intérieur de chaque élément, disons, enfin, ce qu'on appelle l'élémento, et qui va montrer à ce moment-là le visage de ce que nous appelons la sylphe, de ce que nous appelons l'ondine. Je sens une vibration et cette vibration me fait me retourner et voir. Or, la photo fixe en image ce que l'on ressent de cette vibration. J'adore sa robe. Je viens de voir quelque chose que je ne voyais pas à l'œil nu. Si je le regarde à l'œil nu, je vois comme un arbre qui s'est formé. Effectivement, il y a des yeux, il y a une forme, il y a un mouvement. Mais si je regarde à travers l'objectif, alors là, ça prend une autre intensité. Et tout à coup, c'est un visage qui devient vivant, qui est sculpté et qui est vivant. Oh, la vilaine sorcière! Là, je veux prendre cette couleur parce que si je pouvais la transmettre, elle est absolument fabuleuse.
C'est un vert d'une intensité que j'ai encore jamais vue. On est dans un univers, on ne sait plus si on est dans les fonds marins. Oh, cette couleur! Oh, là, il y a un visage féminin avec une grande chevelure et 2 yeux. C'est absolument ravissant. C'est l'esprit qui est là. Tu l'as vu, c'est un lutin, Il suffit de regarder, mais aussi de sentir. Et peut-être alors, un vrai contact s'établit. Et les yeux s'ouvrent plus encore et la nature se livre. Et plus on regarde, plus on reçoit et plus on découvre. J'espère que ces photos seront réussies. Il ne devrait pas y avoir de problème. On l'a bien aidé. Un petit coup de baguette magique, ça peut pas faire de mal. Pour nous voir, les humains n'ont qu'à apprendre à mieux observer. Nous sommes le reflet de leur regard, le miroir de leur âme. J'aimerais bien être une fée pour exaucer les vœux des autres. Nous, on ne demande que ça. Exaucer les vœux des humains. Mais ils ne savent même plus s'adresser à nous. Pire, ils ne savent même plus quels sont leurs vœux. On est avec un sens du bonheur, avec un sens de la bonté, et traverser cette espèce de forêt, c'est traverser sa vie en cherchant les repères qui vont nous faire évoluer. Et la fée, c'est ce qu'il y a de meilleur en nous. C'est elle qui nous fait traverser des épreuves pour s'améliorer d'étape en étape, d'épreuve en épreuve, pour aller justement jusqu'au château enchanté et rencontrer cette belle femme qui nous attend, belle à nul autre pareille, cette fée idéale et qu'il ne faut pas trahir. Nous sommes les bonnes marraines, les bienfaitrices des hommes. Mais nous avons aussi besoin d'eux pour vivre. Rappelez-vous la phrase de Peter Pan. Chaque fois qu'un enfant dit « Je ne crois plus aux fées », il y a une petite fée qui tombe morte. Parfaitement. Si nous ne voulons pas mourir, il faut que les hommes croient en nous. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Et le dimanche aussi, la semaine des fées est finie. J'ai pris ma vie. On pourrait s'y montrer à eux, depuis le temps qu'ils nous cherchent. Non, c'est trop tôt. Juste une fois. C'est l'heure des fées. J'y vais.